Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gilles Grange, qui est le président fondateur du cabinet Colibri Conseil et Coaching, qui accompagne les organisations, les entreprises dans leur transformation. Gilles est notamment un expert des relations sociales et des diagnostics culturels. Il est également coach. Alors, quelques mots sur son parcours qui est singulier parce que Gilles, qui est diplômé de l'ESSEC, et a une expérience à la fois de dirigeant d'entreprise et de consultant. Tu as dirigé pendant plusieurs années le groupe Solfin dans la vente directe, un groupe qui abritait 360 salariés, je crois. Tu as été consultant indépendant ou dans des structures extrêmement connues comme Altedia et LHH, où tu as dirigé le département management et transformation digitale. Il y a 4 ans, tu as fondé le cabinet Colibri. Et si je t'ai invité, c'est non seulement en raison de ton expertise et de ta vision des choses, mais aussi parce que tu as des convictions humanistes qui sont très ancrées et qui se nourrissent de plusieurs sources. La sociodynamique, l'esprit des lois de Montesquieu que tu te plais à citer régulièrement chez tes clients, et puis l'anthropologie entrepreneuriale. Et si j'en viens à la sociodynamique, une autre de tes activités à titre bénévole, c'est que tu es le délégué général de l'Institut de la sociodynamique, et un institut qui organise d'ailleurs tous les 2 ans un grand événement, le campus de l'innovation managériale, qui rassemble à chaque fois près de 2000 participants autour d'interventions de grands dirigeants et d'éclaireurs des transformations. Qu'est-ce que c'est alors la sociodynamique ? Par qui ça a été fondé déjà ? Alors la sociodynamique, elle est née à partir des années 70. Et ce qu'elle a de spécifique, outre le fait qu'elle est née dans un cabinet français qui s'appelait Bossard Consultant, ce qui n'est pas tout à fait courant pour les méthodes de management, à part cet aspect franchouillard, je dirais, elle a une autre caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est née dans un cabinet de conseil, c'est-à-dire au contact de clients et avec une vocation, j'allais dire opérative, certainement le mot n'existe pas, mais je veux dire par là opérante, ou en tout cas qui a toujours eu une préoccupation de l'action. Mais de fait, elle ne cherche pas à poser une théorie supplémentaire, elle cherche à aider des dirigeants à faire évoluer les situations par leur juste compréhension et par le repérage d'un certain nombre d'éléments quasiment mécaniques, ou en tout cas qui relèvent un peu de la grammaire, c'est-à-dire d'avoir des éléments qui permettent d'observer, de comprendre et donc de poser des actions en toute connaissance de cause. J'ai l'impression que la sociodynamique, en fait, c'est une résurgence d'une approche beaucoup plus humaine après un tournant dans les années 80 d'ultralibéralisme, de capitalisme financier. Et j'ai l'impression que la sociodynamique, à l'instar d'autres grandes idées qui ont été un peu placées au réfrigérateur pendant quelques dizaines d'années, ressurgit actuellement très fort. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce serait une très très bonne nouvelle. Vous étiez comme les premiers chrétiens dans les catacombes, il y a eu une traversée du désert. Oui, enfin, peu d'entre nous ont été brûlés, pour être honnête, ou dévorés par les lions. Mais en effet, il y a un certain nombre de souvenirs, d'anecdotes ou d'expériences dont je peux témoigner qui se sont passées dans les années 80
et qui, quand on les raconte aujourd'hui, sont d'une modernité étonnante. Alors, on choisit de considérer que c'est une bonne nouvelle que ça revienne comme une solution. De fait, on pourrait aussi regretter que pendant 30 ans, on ait perdu du temps à faire de l'argent avec de l'argent. Mais ça, on va dire que c'est une opinion. En tout cas, le fait est que de plus en plus, on considère que l'homme devrait être la solution. Bon, c'est une bonne nouvelle, à mon avis. Non, ce qui est enthousiasmant, c'est de se dire que, voilà, petit à petit, les choses évoluent. Et ce qui est différent, qui n'existait pas il y a une quarantaine d'années, c'est la prise en compte de la nécessité de protéger la planète. Bon, il y a 40 ans, on parlait de corps social comme maintenant, on parlait d'institutions comme maintenant, les mots n'étaient pas tout à fait les mêmes. On avait défini la performance comme étant le fait d'adjoindre les deux préoccupations, efficacité, on va dire, économico-industrielle et prise en compte des besoins, des attentes du corps social. À la Danone, en fait. Aujourd'hui, oui, exactement. Aujourd'hui, on rajoute la préoccupation planète partout. C'est une prise de conscience qui n'existait pas dans les années 80. Bon. Certains avaient déjà pointé le sujet, mais franchement, ils étaient totalement marginaux à l'époque. Voilà, le réveil est un peu tardif, mais il ne faut pas désespérer. Si de fait les hommes s'y mettent vraiment, on peut y arriver. En tout cas, il faut s'y mettre, quoi. Alors, je crois qu'en sociodynamique, vous avez l'habitude de vous référer non pas au jeu d'échecs, mais au jeu de Go. Le principe du jeu d'échecs, c'est que les pièces n'ont pas toutes la même valeur. Il y en a une qui a plus de valeur que les autres, qui est le roi. Et que pour gagner aux échecs, il faut prendre le roi. Ou en tout cas, être en situation que le roi ne puisse plus faire autre chose que d'être pris. Bon, échec et mat. Donc, quand on est dans cette logique d'affrontement direct, peu importe ce qui se passe ailleurs, le seul objectif, c'est celui-là. C'est je bats mon adversaire sur son point le plus fort, et donc j'ai gagné, je suis le plus fort, et j'emporte la partie. Je détruis mon adversaire. Très exactement, et même si c'est en 3 coups, ça vaut pareil qu'après des heures carrées de partie. La logique du jeu de Go, elle est totalement inverse. On part d'un damier vide avec des pierres qui figurent des actions qui ont toutes la même valeur. Bon, il y a 2 couleurs, évidemment, et on joue chacun son tour. Et l'objectif n'est pas de détruire l'autre. L'objectif, il est seulement d'exister plus. Voilà. Ça se matérialise par des territoires qui existent à proportion qu'ils ont des degrés de liberté et que ces degrés de liberté ne peuvent plus être pris. Donc ils sont définitivement acquis. Et c'est une belle image de la réalité de la vie dans laquelle, voilà, pour exister, il faut préserver quelques degrés de liberté et ne pas se les faire prendre. Et pour maximiser les degrés de liberté, pour occuper plus d'espace, il faut être relié. Et donc, il y a très très peu de règles au Go, mais qui sont toutes des représentations de la vie courante. Le fait que quand je suis en lien, je renonce, pour me mettre en lien, je renonce à des degrés de liberté, mais ensemble, la chaîne que je constitue avec les gens avec qui je suis en lien a plus de degrés de liberté que je ne pourrais en avoir tout seul. Donc, il y a comme ça un certain nombre de repères, enfin on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des règles maintenant, qui sont très peu nombreuses, mais qui arrivent justement à donner des conseils pour l'action, et c'est en ça que la sociodynamique s'appuie sur ces analogies, c'est que l'objectif d'exister plus se traduit assez facilement en sociodynamique sur le fait qu'il faut poser un certain nombre d'actions sur différents damiers, c'est-à-dire différents registres de préoccupations dans lesquels on va exister un petit peu, puis un petit peu plus, pour petit à petit faire émerger le dessin avec les 2 orthographes du terme, c'est-à-dire que sur le damier du jeu de Go, il y a un dessin au sens de la représentation d'un territoire,
Et dans le monde des idées, il y a un dessin EIN qui figure une intention, une représentation d'un projet. Et c'est en ça que les quelques règles de Go, s'appuyer sur le bord du damier, donc prendre en compte le terrain et tenir le terrain, sont autant d'images qui aident à mémoriser des préceptes d'action qui sont valables dans la vie, non pas dans une logique de détruire l'adversaire, mais de faire exister notre projet de manière plus présente que le projet de nos adversaires. En fait, c'est plus la logique du « et » que la logique excluante du « ou ». C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la logique de la sociodynamique en général, d'être dans le « et » et dans la relation dialectique, plutôt que dans le blanc ou noir. En quoi ton expérience de dirigeant de PME nourrit ta pratique aujourd'hui ? C'est une question difficile. Je pense qu'elle le nourrit par l'expérience viscérale, c'est-à-dire que ça se passe probablement quelque part au niveau de l'estomac, de ce qu'est la solitude du dernier décideur. C'est-à-dire que la question du gouvernement de l'entreprise, il y a un moment, c'est une question de décision et de décision finale. Et bon, l'expérience de dirigeant, à mon avis, c'est ça. C'est le fait d'être le dernier décideur. C'est pas toujours grave. Ça n'a de loin pas que des inconvénients, mais probablement on pratique en particulier le conseil de manière différente quand on a porté cette responsabilité. Quand on a été dans ces chaussures-là et qu'on connaît la solitude effectivement de celui qui est le dernier décisionnaire. Oui, probablement. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit quand on me pose la question, ce qui est assez rare. Tu es un spécialiste des négociations sociales. Or aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de phénomènes depuis des années, avec la montée de l'individualisme dans la société, mais aussi probablement dans les relations de travail. Il y a sans doute eu un certain affaiblissement des collectifs. Il y a toujours eu effectivement le problème en France d'avoir des syndicats avec assez peu d'adhérents. Comment tu vois la façon de mettre en mouvement le dialogue dans les entreprises aujourd'hui ? Et je sais que le dialogue est au cœur de la démarche sociodynamique. Je ne suis pas certain que les choses s'arrangent. En tout cas, la question est celle du bien commun et de la dialectique entre le bien commun et les bonheurs privés. Et de fait, la question des syndicats, elle a toujours existé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les patrons disaient que c'était épouvantable parce qu'on ne pouvait rien décider, parce que les syndicats bloquaient tout et qu'ils étaient beaucoup trop forts. Et la naissance de la sociodynamique, c'était quand même ça. C'était comment arrêter la grève. Donc, si on se refuse aux briseurs de grève de Germinal, la question était quand même celle-là. C'était mon usine est arrêtée, venez m'aider, il va falloir qu'on débloque la situation. Bon. Et certains vous disaient, en France, rien n'est possible parce que y a la CGT, et donc c'est pas comme ailleurs et c'est pas possible. Et qu'est-ce que ce serait bien si on était comme en Allemagne ? Bon. On dit toujours ça actuellement. Oui, on dit toujours ça. Et c'est bizarre. Parce que ça montre juste une chose, c'est que personne n'avait vraiment envie que ça change. Sinon, on y serait arrivé depuis le temps. Bon. Dans le même temps, on dit ah oui, mais on ne peut pas avoir de véritable dialogue constructif parce que les syndicats sont trop faibles. Bon. Dès que quelque chose est fait pour les renforcer, on se dit oh là là, mais ça va pas du tout. Bon, donc en fait, on sait absolument pas ce qu'on veut, et je crois qu'une des difficultés, c'est celle-là. La plupart des entreprises qui ont réfléchi à la question de la stratégie sociale et de leur politique sociale et qui ont défini ces termes, c'est-à-dire qui ont dit
pour l'entreprise, à commencer par le COMEX, puis par les lignes hiérarchiques, et commencer par définir ce que c'est qu'une politique sociale, ce que ça veut dire, c'est quoi la politique sociale, c'est quoi les relations sociales, c'est quoi le climat social, comment ces notions s'articulent. Et une fois qu'on a les éléments de langage, de fait, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire, chez nous, la politique sociale, c'est quoi? Notre relation, comment a-t-on décidé de considérer les personnes, le corps social de manière un peu plus générale que les personnes, voilà. Et donc déjà répondre à ces questions et être capable d'avoir un dire là-dessus. Et puis ensuite être cohérent, c'est-à-dire allouer des moyens. Si on considère que le dialogue n'est pas possible parce que les représentants du personnel, ne parlons même pas des syndicats, mais les interlocuteurs dont on a besoin pour pouvoir parler avec eux, si on trouve qu'ils sont soit inexistants, soit pas assez formés, eh bien, certes, qu'on fasse en sorte qu'ils apparaissent, qu'ils soient formés. Je veux dire, l'entreprise a tous les moyens pour le faire. Simplement, elle n'en a pas du tout l'envie. Et la plupart du temps, elle n'en a pas envie parce qu'elle ne sait juste pas pourquoi. Je vais donner un exemple concret. En ce moment, la plupart des entreprises se posent la question du télétravail. Bon, ça a été un fait qui s'est imposé. Maintenant, on dit, quand même, ce serait bien d'en tirer les enseignements et de décider ce qu'on veut faire. Bon. Alors, à part certaines qui disent, moi, je veux réduire les mètres carrés et donc, je veux que les gens travaillent plus chez eux. Et donc, voilà, là, il y a une ligne dont on peut penser ce qu'on veut, mais enfin, au moins, il y a une ligne. La plupart du temps, c'est « Ah oui, il faut fixer le nombre de jours. » Bon, très bien, il faut fixer le nombre de jours. Pourquoi? Parce que. Parce que vous comprenez, s'ils sont tout le temps chez eux, le collectif va se détériorer et puis on ne pourra pas intégrer des nouveaux. Et, bon, d'accord, ok. Combien de jours? Bof. Alors, il ressort que 1, c'est pas beaucoup, que 3, c'est déjà trop, qu'en plus, il y a le mercredi, alors que le mercredi, c'est un vrai sujet, le mercredi. Est-ce qu'on peut faire confiance aux femmes pour que le mercredi, elles soient en télétravail? Ouh là là, on est sur un terrain glissant, là. En tout cas, c'est un fait. C'est jamais dit comme ça, hein. Mais on dit, non, pas le mercredi. Ou alors, oui, le mercredi. Mais de fait, comment on va gérer les... Enfin bref. Il y a une hypocrisie, d'ailleurs, assez partagée entre le personnel ou les organisations qui les représentent et les patrons sur le sujet. Bon. Et on dit, il faut que le manager gère son équipe et notamment cette question très importante. Et d'ailleurs, comme il est incompétent, on va le former pour ça. Bon. Une autre manière de prendre les choses, c'est de dire, mais finalement, quand quelqu'un est en télétravail, l'impact de son absence, c'est principalement sur le reste de l'équipe. Donc on pourrait aussi dire, travaillons avec le reste de l'équipe et mettons-nous d'accord. On peut ensemble parler de notre travail et dire quand il est plus intelligent qu'on le fasse ensemble, in situ et face à face, parce qu'un certain nombre de choses se passent à ce moment-là. À d'autres moments, c'est moins important. Enfin bref, on peut considérer que l'équipe est capable de parler de ça. Et si elle ne l'est pas encore, il faut créer les conditions pour qu'elle le devienne, parce que c'est elle qui est concernée par la tâche à accomplir. Et si l'un ou l'autre est ou n'est pas là à un moment donné, c'est l'équipe qui en pâtit ou qui en tire le bénéfice, selon les cas. Bref, plutôt que le nombre de jours, faisons de ce sujet un sujet pour faire exister l'équipe, pour faire travailler l'équipe ensemble sur... Alors maintenant on dit qu'elle prenne une méta-position, ça c'est méta-moderne. Là maintenant, avec Facebook, tout est méta. Bon, donc voilà, on prend une position méta où on fait travailler l'équipe sur le travail de l'équipe. Et vous allez voir, ça marche. Les gens, ils sont tout à fait capables de défendre pourquoi ils veulent être en télétravail tel jour et tel jour. Et ceux qui veulent être en télétravail que le vendredi après-midi, le lundi matin, parce que ça les arrange de revenir de week-end à ce moment-là, tout le monde le sait. Et généralement, personne n'est surpris. Et l'équipe est en général assez sage pour ne pas y faire droit quand c'est abusif. Bon.
Bref, tout ça pour dire que je crois que ce qui fonde le dialogue social, c'est la sincérité et l'envie de partager des choses et la confiance dans le groupe, enfin la confiance dans l'équipe. Et cette position de mettre les gens en situation de pouvoir agir et de rendre compte de leur action, c'est ce qu'on appelle la responsabilisation, ça fonctionne très bien. Mais il faut avoir une vision de l'homme dans l'entreprise, des convictions et les soutenir, les défendre et avoir envie que les choses évoluent. Ça fait partie de la culture d'entreprise ? Alors la culture entreprise, c'est un vaste sujet qui me passionne. Je me méfie beaucoup du mot valise. La culture d'entreprise, pour moi, c'est ce qui fait que les personnes sont réunies. C'est ce qui relie. C'est ce qui transforme un collectif en communauté. Pour moi, un collectif, c'est l'image caricaturale, c'est un panier de cerises. C'est-à-dire des éléments qui ont été collectés et qui se retrouvent ensemble, voisins, mais qui ne sont pas reliés, par opposition à une communauté qui, elle, partage un certain nombre de liens, qui la réunit et qui fait que ce collectif partage un certain nombre de repères. Je crois beaucoup au fait que la culture d'entreprise, c'est une concrétisation de manière de faire. En général, quand on analyse des cultures d'entreprise, on s'aperçoit qu'au commencement, et c'est pas toujours très bien daté le commencement, il y a un certain nombre de figures historiques. C'était pas toujours au commencement d'ailleurs, ça peut être dans certains grands virages, qui ont marqué par leur style, par leur empreinte, par leur manière de faire, et qui ont, par leur exemple, par leur pratique, qui ont fait exister des manières de relation, des manières d'être, des manières de se comporter, qui sont devenus des repères, qui ont construit petit à petit des modèles. Et de fait, la pratique du dialogue peut s'inscrire dans une culture et à ce moment-là, devenir quelque chose de récurrent et qui devient un repère qui lui-même fonde l'appartenance à son tour. Mais ça suppose que ces pratiques, ces comportements soient gérés, cette culture de manière plus générale, soit gérée comme un actif immatériel. C'est-à-dire que on ne se contente pas de le vivre, mais qu'on fasse prendre conscience à chacun qu'on le vit ensemble et que c'est un de nos repères. Et qu'on peut la faire évoluer. Et c'est un prérequis pour le faire évoluer. C'est-à-dire que tant que les pratiques sont, j'allais dire, à l'état de pratique, comme disait l'autre, à l'insu de mon plein gré, elles peuvent constituer des lourdeurs ou des éléments de résistance au changement, parce que chez nous, on a toujours fait comme ça. Prenons l'exemple d'une fusion. Voilà, je me suis battu depuis 10 ans contre tel concurrent, et puis aujourd'hui, on m'annonce que finalement, on devient copains et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, et que d'ailleurs, ce serait mieux qu'on travaille autrement qu'avant, par exemple en s'inspirant de ce qu'ils font eux. Et après, on dit c'est bizarre parce que ça n'a pas marché, c'est à cause du facteur humain, et puis c'est culturel. Et quand on dit ça avec un petit air savant qui permet de dire soit avec les Français, le changement est impossible, soit avec les hommes en général, le changement est impossible. Bon. Je pense qu'il faut avoir une approche à la fois plus réaliste et plus indulgente, qui consiste à dire quelqu'un à qui depuis 10 ans on dit il faut travailler de cette manière-là, c'est ça la bonne manière de faire, la bonne manière de se comporter. Je ne parle pas là seulement des procédures, mais de tout ce qui est autour, la relation entre les personnes. Et donc, on a une manière de fonctionner dans notre entreprise qui fait que chez nous, ce n'est pas comme ailleurs, et c'est comme ça qu'il convient de se comporter pour être bien
Mais c'est implicite ou explicite? Eh bien, c'est le plus souvent implicite, mais ce n'est pas parce que c'est implicite que ce n'est pas impératif. Quelquefois, c'est explicite. Il y a par exemple un dress code, mais quand il n'est pas formalisé, le chef, très gentiment, dit Jackie, chez nous, on met une cravate. Ou à l'inverse, oh, t'es ridicule avec ta cravate, chez nous, c'est beaucoup plus cool. Enfin bref. Et on le dit gentiment la première fois. Et puis après, on constate que celui qui continue à se comporter autrement, c'est-à-dire à mettre une cravate ou un nœud papillon dans un univers où il convient d'être le col ouvert, eh bien, très vite, on finit par dire, oui, il n'est pas comme nous, il est bizarre ce gars-là, et puis il se marginalise. Ou il s'exclut tout seul parce que la vie lui devient insupportable. Donc, même quand c'est implicite, c'est impératif. Et en fait, je pense que c'est lié à des raisons d'ordre anthropologique. On n'en sait rien, mais on a une espèce de pensée que Lévi-Strauss appelait la pensée sauvage, qui est une pensée première, on va dire, je vais dire instinctive, en tout cas d'ordre quasiment animal, quoi, vissée en nous, on va dire, installée en mode natif, comme disent certains, qui fait qu'on sait qu'on ne peut pas vivre seul dans la nature parce qu'on est des grands prématurés, parce que quand on naît, l'homme ne peut pas vivre tout seul et contrairement aux autres animaux, on n'est pas équipé de base pour vivre tout seul dans la nature. Donc, on a besoin de relations, on a besoin d'un collectif, on a besoin d'une communauté autour de nous. C'est comme ça. Et on le sait. Et donc, par une sorte de réflexe de survie, on protège la communauté qui elle-même nous protège. C'est-à-dire que quand on sent que cette communauté est agressée, eh bien, on se lève pour la défendre parce que si elle se délitait, alors je me retrouverais tout seul et donc c'est insupportable parce que c'est juste pas vivable. Donc, on a cette espèce de réflexe naturel de protection de ce qu'est notre communauté. Alors, comment on fait pour aujourd'hui, on n'a plus de problème vital de ce type. Mais dans l'entreprise, c'est un peu le même réflexe. On est une communauté. Il y a des choses qui nous relient et qui nous permettent de dire chez nous, etc. Et quand on dit chez nous, eh bien, on dessine un dedans et donc un dehors et donc une communauté. Alors, comment faire? Eh bien, il faut mettre au jour ce qui tisse le lien, ce qui constitue cette communauté, quels sont nos repères partagés, quelles sont nos habitudes, quel est notre code de conduite, qu'est-ce qui est bien et mal chez nous, non pas au sens moral, mais au sens de ce qui fait exister la communauté et qui est donc favorable à la vie. Et une fois qu'on a mis ça au jour, je parle là maintenant de l'entreprise, on peut en discuter parce que ça devient explicite. Et on peut donc le critiquer et identifier ce que l'on veut conserver parce que c'est fondamental et que ça constitue des éléments favorables qu'on veut conserver. D'autres qui étaient pertinents jadis, et c'est pour ça qu'il ne faut pas reprocher aux gens de les faire vivre, parce qu'il y a un moment où c'était pertinent, et puis expliquer que c'était pertinent à ce moment-là, mais pour telle et telle raison aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et à ce moment-là, on peut les changer. Les changer, ça veut dire qu'il faut d'abord définir ce qu'on va mettre à la place, et il faut que les dirigeants légitimes, c'est-à-dire qui ont notamment la confiance du corps social, puissent démontrer par leur moyen favori, qui est l'exemple, comment ils vont se comporter dans le nouveau mode de fonctionnement qu'ils recommandent. Ces derniers éléments-là, c'est l'esprit des lois de Montesquieu, donc ça fait quand même quelques années qu'on le sait, mais il semblerait qu'on l'ait souvent perdu de vue. Gilles, nous arrivons à la fin de notre conversation. Est-ce que tu aurais, pour conclure, quelques inspirations ou références pour nos auditrices et nos auditeurs? La référence, en tout cas la mienne, c'est L'Art de gouverner de Jean-Christian Fauvet et Xavier Stéphanie, qui était publié, je crois, en 83 ou 84.
et qui est le... Voilà, n'a pas pris une ride. Il y a 64 règles, dont la 63e est gouverner... alors, il parlait de gouverner par opposition à diriger, c'est-à-dire en situant la question au niveau politique qui prend en compte à la fois l'efficacité institutionnelle et la prise en compte des attentes on va dire du peuple, ou en tout cas du corps social. C'est le bon moment de lire ça avant l'élection présidentielle. Oui, absolument. Et qui dit gouverner, c'est donner aux gens le goût d'exister, au sens sociodynamique, c'est-à-dire prendre position, développer à la fois un antagonisme fort et une synergie forte par rapport aux différents sujets. Donc ça, je dirais, c'est la référence Kessaouti. L'autre registre qui s'incarne moins dans un livre, mais probablement plus dans un processus d'éducation, c'est j'allais dire à la fois la position basse et modeste du consultant ou du leader moderne, et surtout le développement de l'esprit critique, c'est-à-dire l'idée qu'il faut prendre l'habitude de prendre les sujets, de les retourner, de regarder comment ils sont quand on les regarde à l'envers, d'aller voir dessous comment ça marche, de comprendre quels sont les ressorts, qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est subsidiaire, et d'arriver dans ce registre à se dire, tiens, mais voilà, naturellement, on pense qu'il faudrait faire ça, et se poser méthodiquement, enfin avoir ce doute méthodique qui conduit à dire, oui, et si on faisait le contraire, ça donnerait quoi ? Quand on est une entreprise extraordinairement processée, et que l'on mesure bien que le progrès est installé de manière continue, mais que nécessairement il va toucher une asymptote, être capable de se dire, tiens, mais si on faisait le contraire, c'est-à-dire si au-delà du processus, on redonnait le pouvoir d'agir aux personnes en appliquant un principe simple qui est celui qui fait et celui qui sait, est-ce qu'on n'obtiendrait pas des résultats bien meilleurs ? Et voilà, cette question du doute méthodique, de l'esprit critique, de la capacité à remettre en cause les choses avant de décider pour éclairer la décision, je pense que c'est un point fondamental. Merci Gilles Grange. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.